Au sommaire de ce journal, conférence des leaders Next Level organisée par la mission Ephrata en collaboration avec New One International et nous recevons à ce sujet le prophète Messie pour en parler. Le dimanche 16 avril 2017 s'est tenue la convention de l'église de Pentecôte de Côte d'Ivoire dans la commune de Koumassi. Le Burkina Faso vient d'annoncer le report du procès de Blaise Compaoré pour l'insurrection de 2014, renvoyé au 4 mai prochain. Comme chaque année, le 25 avril est la journée mondiale de lutte contre le paludisme. La Confédération africaine de football a procédé depuis le 26 avril 2017 au tirage au sort de la phase de groupe de la Coupe de la Confédération et de la CAF. Madame, Monsieur, bienvenue dans cette édition sur Béni TV. Ouvrons ce journal par la conférence des leaders intitulée Next Level ou l'étape suivante organisée par la mission Ephrata. Et pour en parler, je reçois sur ce plateau le prophète Messie. Bienvenue à vous. Merci à vous. À quoi répond l'objectif d'organiser une telle conférence? En fait, cette conférence vient répondre aux besoins de renforcement de capacité, aux besoins du développement personnel, aux besoins du développement des leaders. Un leader a dit, celui qui arrête d'apprendre, arrête de croître. Or, pour produire des résultats, il faut se développer. Et donc, c'est un programme de chrétiens, pour les chrétiens, donc qui appelle les hommes de Dieu, les hommes d'affaires et les leaders chrétiens à venir apprendre comment grandir dans le leadership. Vous entendez donc un rassemblement de leaders pour se développer dans le leadership. Voilà pourquoi ce programme est organisé. Et cette conférence est organisée par la mission Ephrata en collaboration avec New One International. Elle se tiendra du 2 au 4 mai prochain. Déjà, je veux signifier que New One International est dirigé par le pasteur Mike Olaoré, qui vient de Londres. C'est l'une des plus grandes églises de Londres. Vous savez que c'est l'habilité qui fait la différence entre les pasteurs, entre les ministères et entre tous ceux qui servent Dieu dans le monde. Et l'habilité de cet homme de Dieu, c'est le développement et le leadership. Et c'est pour cela qu'il viendra pour nous bénir. Et c'est en collaboration donc avec la mission Ephrata et New One qui se déplace même pour venir à Abidjan pour pouvoir répondre à ce besoin de leadership dans l'église, en dehors de l'église et dans les affaires des chrétiens. Donc une conférence, une plateforme pour tous nos leaders. Et cette conférence sera, quels seront les principaux orateurs? Voilà, on aura les deux orateurs. Déjà, on a l'apôtre Zacharie Adetola, qui est le président de Mission Ephrata. Et on a aussi le révérend Mike Olaoré. Ce sont les deux orateurs qui vont pouvoir nous édifier pendant ce moment. Quel est le public cible? Voilà, nous voulons toucher les hommes de Dieu, donc les hommes de Dieu et leurs collaborateurs. Nous voulons aussi toucher les hommes d'affaires et tout chrétien qui aspire à grandir à la grandeur. Parce que toute personne qui a été appelée par Christ a de la grandeur à l'intérieur. C'est une semence, mais pour que la semence puisse porter du fruit, il faut que la semence respecte un processus. Et le processus est divulgué, est donné au travers l'enseignement, au travers l'éducation. Donc c'est un programme d'éducation, un programme d'enseignement, un programme de renforcement de capacité, mais c'est aussi un programme de transfert de connaissances. Pour ceux qui nous regardent et qui voudraient participer à ce grand moment, quels sont les lieux et les dates pour cet événement? Voilà, le programme se tiendra du 2 au 4, c'est-à-dire 3 jours. Et chaque jour, nous aurons 2 sessions. La première session le matin, ça sera de 9h à 13h. Et la deuxième session sera de 18h30 à 20h30. Donc le 2, le 3 et le 4. Mais nous aurons ce programme de 9h à 13h et de 18h30 à 20h30. Ça sera à la mission Ephrata sur la route de Bingerville au carrefour Abata en direction de la cité 6. C'est juste avant la cité 6. La zone même porte le nom mission Ephrata au quartier Ephrata. Voilà un peu où le programme va se tenir. Madame, Monsieur, je rappelle que nous recevions sur ce plateau le prophète Messie venu parler de la conférence des leaders organisée par la mission Ephrata. Prophète, pour finir, quels sont vos derniers mots à l'endroit de nos téléspectateurs? Et j'aimerais dire à tous ceux qui connaissent, parce que les grands connaisseurs savent qu'ils doivent apprendre. Il n'y a que ceux qui sont ignorants qui n'ont pas envie d'apprendre. Et donc je vais appeler tous les grands connaisseurs, tous ceux qui s'y connaissent en leadership, tous ceux qui connaissent la parole de Dieu, qui connaissent ce qu'on appelle le développement personnel, ce qu'on appelle le renforcement de capacité, à venir écouter. Donc les pasteurs, les hommes de Dieu, les hommes d'affaires et toutes sortes de chrétiens parce que c'est gratuit. C'est une opportunité pour venir apprendre et venir connaître selon les Écritures et selon la parole de Dieu comment un chrétien peut être une semence et après devenir un fruit et une bénédiction pour les nations. Donc c'est du 2 au 4
3 jours et nous avons 2 sessions par jour avec l'apôtre Zacharie Adetola et le révérend Mike Olaoré de New Wine à Londres, l'une des plus grandes églises. Il viendra, il est de Londres, il viendra pour être une bénédiction pour la Côte d'Ivoire, pour les chrétiens et pour toutes les personnes qui viendront. C'est pour cela que je veux donc lancer un appel. Si vous êtes à Abidjan, à l'intérieur du pays ou dans d'autres lieux, déplacez-vous, venez massivement. Ce programme a été choisi pour vous et ce programme a été organisé pour vous. Ça sera une source de bénédiction pour vous et vous allez grandir dans le Seigneur et être un puissant leader. C'est pour cela que j'appelle tous les hommes de Dieu, les frères et sœurs en Christ à venir à ce moment qui sera un moment de bénédiction afin que chaque personne passe à l'étape suivante de son destin. Merci. Infiniment merci à vous, prophète Messi, d'être venu sur notre plateau pour nous parler de la conférence des leaders Next Level, l'étape suivante organisée par la mission Ephrata. Merci. Madame, Monsieur, ce journal se poursuit et nous parlons à présent de la convention de l'église de Pentecôte de Côte d'Ivoire qui s'est tenue le dimanche 16 avril dernier. Entamons l'actualité africaine dans cette édition en débutant par le Burkina Faso où s'est ouvert le jeudi 27 avril 2017 dans la capitale burkinabé le procès de l'insurrection de 2014 renvoyé au 4 mai prochain. Cité à comparaître devant la Haute Cour de justice ce jeudi 27 avril 2017, 26 des 34 membres du dernier gouvernement de Blaise Compaoré ont répondu présents à l'appel du juge. Il leur est reproché, selon le parquet, d'avoir pris part au Conseil des ministres du 29 octobre qui a fait appel à l'armée pour réprimer les manifestations de rue des 29, 30 et 31 octobre 2014, manifestations qui ont fait suite à la volonté de l'ancien président Blaise Compaoré de modifier la Constitution pour briguer un 5e mandat. Ce procès s'ouvre dans un climat politique déjà tendu, mais qui n'entache en rien la sérénité des partisans de l'ancien régime. C'est un procès historique et nous pensons que c'est vraiment le moment pour notre justice de montrer qu'elle est une justice équitable. Auparavant, tant attendu, le procès a été tout de même renvoyé à la date du 4 mai 2017. Tout en accédant à cette demande du barreau, le président de la Haute Cour a néanmoins insisté sur les attentes de ce procès. Rappelons que dans ce dossier, 2 membres du dernier gouvernement de Blaise Compaoré ont bénéficié d'un non-lieu et ce pour n'avoir pas pris part à ce Conseil des ministres. Il s'agit du colonel Yacouba Ouedraogo, ancien ministre des Sports et Loisirs, et de Clotilde Ki, alors ministre délégué du Budget. Je devrais être animé d'espoir aujourd'hui. Espoir de voir la justice rayonner. Espoir de voir la justice faire son travail. Notre souhait, c'est réellement la manifestation de la vérité. Que le droit soit dit et qu'on permette à notre pays d'être en phase avec ses aspirations et qu'enfin le peuple ait confiance une fois de plus à la justice. Absent au procès, le président Blaise Compaoré, en exil en Côte d'Ivoire, Lucien Marie-Noël Bembamba, Salif Lamoussa Kaboré, Koumba Bolibari, Assimi Kwanda, Salif Ouedraogo et Jérémy Tenga Ouedraogo seront eux jugés par contumace. À l'instar de leurs ex-collègues, ils sont poursuivis pour complicité d'homicide volontaire et coups et blessures volontaires. Le 25 avril de chaque année est marqué comme la journée mondiale du paludisme, une maladie infectieuse à l'origine de près de 429 000 décès dans le monde en 2015. Un vaccin antipaludique sera testé à grande échelle pour la première fois en Afrique. L'annonce a été faite par l'Organisation mondiale de la santé ce lundi 24 avril, à la veille de la célébration de la journée mondiale du paludisme ce mardi 25 avril. Le Kenya, le Ghana et le Malawi ont été désignés comme premiers récipients du Mosquirix, le vaccin antipaludique le plus avancé à efficacité limitée. En effet, il permet surtout de réduire de 40%, et ce pendant une période d'au moins 4 ans et demi, le nombre d'épisodes paludiques. L'OMS ambitionne de vacciner au moins 360 000 enfants au total entre 2018 et 2020. Nous sommes très heureux d'avoir atteint ce stade où nous possédons maintenant un vaccin qui empêche 4 épisodes de malaria sur 10 chez les enfants de moins de 2 ans. Nous sommes prêts à l'essayer sur le terrain afin de voir comment il peut être intégré dans les cycles de vaccination dans les pays du continent. Je pense que c'est un grand moment pour l'Afrique. Le paludisme reste l'une des maladies à plus fort taux de mortalité en Afrique. En 2015, sur 429 000 personnes décédées des suites de la maladie, 92% résidant en Afrique. Les enfants de moins de 5 ans représentaient plus des 2 tiers de ces décès. Les gouvernements africains sont impatients de pouvoir utiliser cet outil supplémentaire. Les 3 pays qui ont été choisis pour ce programme pilote étaient très intéressés par l'essai de cet outil,
Si vous avez la possibilité de prévenir la malaria, c'est énorme en termes de contribution à la panoplie d'outils que nous avons déjà pour lutter contre la malaria en général. Donc les pays sont vraiment impatients. Ce projet pilote a notamment pour objectif d'évaluer l'efficacité du vaccin dans le contexte d'un usage routinier. Il permettrait également de mettre en exergue les éventuels obstacles logistiques comme la sensibilisation des parents à un nouveau cycle de vaccination qui ne correspond pas au cycle traditionnel de vaccination des enfants. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a décidé de retirer ses troupes de la Guinée-Bissau depuis le vendredi 28 avril 2017. L'opération se poursuivra jusqu'au 30 juin prochain. La communauté des États d'Afrique de l'Ouest est en passe de retirer ses troupes de la Guinée-Bissau. Le début de ce retrait est prévu vendredi 28 avril 2017, alors que la crise politique et institutionnelle est loin d'être réglée. Même si la CEDEAO n'a pas avancé un motif particulier, certains observateurs expliquent cette décision par les multiples médiations avortées pour réconcilier les acteurs politiques. Depuis août 2015, que la crise a éclaté, plusieurs médiations ont été menées en vain. Donc cela, à mon avis, pourrait expliquer la décision prise par la CEDEAO de retirer ses troupes. C'est en gros le PAIGC qui ne veut pas s'écarter du pouvoir. Ce sont ces leaders qui veulent tout contrôler et qui estiment que sans eux, rien ne se fera. Donc je pense qu'il faut prendre le taureau par les cornes si réellement on veut régler ce problème-là. La décision de la CEDEAO intervient à un an des élections législatives. L'opération se poursuivra jusqu'au 30 juin 2017. L'arrivée de la CEDEAO avait tant soit que calmer les choses et permis au pays de reprendre un peu du poil de la bête avec la reprise des activités et une certaine stabilité qu'on commençait à voir. Cela peut sonner encore comme un retour à la case départ par rapport aux divergences qui n'ont pas été vidées. La Guinée-Bissau est minée par un bras de fer entre les cadres du parti au pouvoir, le Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert. Les choix du président José Mario Vaz et la politique du gouvernement sont contestés par une partie de l'Assemblée nationale, dominée par le PAIGC. Le tribunal spécial africain a confirmé le jeudi 27 avril 2017 en appel la condamnation de l'ancien président tchadien Hissène Habré. Procéder à la lecture du résumé de l'arrêt en appel du 27 avril 2017 dans l'affaire procureur. Il est conforme à la pratique judiciaire internationale de l'arrêt attaqué, que les juges avaient été désignés en application. De labeur, de frustration, d'humiliation. Je crois qu'aujourd'hui, je suis plus que satisfait. Je suis ému et je crois que je me dis que tu as fait un bon travail, tu as combattu le bon combat. Ça, c'est un message fort qui s'adresse à tous les dictateurs africains. Attention, vous ne resterez plus impunis, vous n'allez plus cultiver cette impunité, c'est impossible. La semaine passée, nous avons été en Gambie. Les victimes de Hissène Habré, les victimes de Yahya Jammeh, qui ont été inspirées par ce que les victimes de Hissène Habré ont accompli. Si vous l'avez fait, nous, on peut le faire aussi. Et je pense qu'au-delà de toute autre chose, c'est cet espoir, cet exemple pour les autres victimes. En Afrique du Sud, les travailleurs agricoles ont lancé un appel au gouvernement pour leur venir en aide. Ils sont au nombre de 1500 ces agriculteurs qui dénoncent des conditions de travail difficiles. Exploitation, conditions de travail difficiles, salaires dérisoires, mauvais traitements sont autant de raisons qui justifient le ras-le-bol des travailleurs agricoles de la région du KwaZulu-Natal en Afrique du Sud. Appelant à l'aide du gouvernement, ces travailleurs de la terre, estimés à plus de 1500, ont étalé leurs préoccupations au ministère sud-africain de l'Agriculture. Ils réclament plus de protection sociale et une meilleure valorisation de leurs efforts. Nous travaillons dans des conditions très difficiles parce qu'il n'y a pas de contrôle et nous sommes constamment obligés de nous surpasser. Souvent, nous ne sommes pas payés si nous ne finissons pas à temps. Nous travaillons tous les jours. Il n'y a pas de jour de repos. Nous travaillons dur, du lever du jour à la tombée de la nuit, souvent.
Le gouvernement sud-africain se dit préoccupé par la situation des travailleurs agricoles du KwaZulu-Natal. Il promet de leur venir en aide et de faire respecter la législation en matière de protection sociale des travailleurs. Si les employeurs continuent à ne pas se conformer aux règles, ce sera regrettable pour eux. Nous avons instruit une procédure avec la justice du travail et ils promulgueront sous peu les règles en vigueur et les clauses y afférentes dans la législation. Ils devront se conformer. Cela ne peut pas continuer. Nous faisons le nécessaire au niveau du gouvernement. Les autorités sud-africaines promettent que des inspections seront faites dans la région du KwaZulu-Natal pour vérifier l'application des règles dictées par la loi pour protéger les travailleurs agricoles. Une bonne partie de la production agricole sud-africaine provient de cette région. Dans l'un des plus grands bidonvilles de l'Afrique du Sud, la restauratrice Kailicha Abigail est en mission pour changer le régime du canton en recréant des plats sud-africains traditionnels. C'est l'heure du déjeuner dans le restaurant Four Roomed Food, au cœur du canton de Kailichta, dans la métropole sud-africaine du Cap. Au menu, un plat traditionnel fait à base de tomates, oignons croustillants et des gouttes d'huile extra vierge. Un menu inhabituel pour la clientèle habituée des repas faits à base de viande et autres aliments exportés. Mais pour Abigail, chef du Four Roomed Food, pas question de tomber dans les travers des habitudes alimentaires quotidiennes. La jeune femme offre une alimentation équilibrée avec des ingrédients plus sains. Je l'appelle cuisine sud-africaine avec une touche, car il y a tellement de cultures sud-africaines. La diversité de la culture sud-africaine avec une touche. Elle est fusionnée à la cuisine européenne, mais les éléments principaux et dominants du plat seront toujours sud-africains. Abigail déclare s'être inspirée des townships pour améliorer les habitudes alimentaires après que son frère soit mort de complications liées au diabète il y a 10 ans. Sa philosophie est simple, s'éloigner d'un style de vie axé sur la viande et revenir à la cuisine traditionnelle, comme ce pain à la vapeur coupé sur le dessus et rempli d'une sauce de beurre au poulet, très appréciée de la clientèle. Eh bien, son menu au lapin est totalement différent de celui fait à Durban. Il est fait avec le pain de boulette, qui est du pain cuit à la vapeur, un pain kosa avec le poulet au beurre. Un poulet au beurre Gupta, l'un des meilleurs poulets au beurre que l'on peut avoir. Donc je l'ai trouvé très délicieux, ce n'est pas trop épicé, c'est quelque chose en complément. Abigail a de grands projets pour son entreprise. Elle espère se développer et être présente dans tout le pays et peut-être plus tard dans le reste de l'Afrique. Chef autodidacte, elle espère également publier un livre de cuisine. Manager d'un casino pendant la journée et gardienne de cochons le reste du temps, Gilles Leslie a fondé un refuge pour animaux et s'est retrouvé avec des centaines de cochons. Tous les cochons sont égaux, mais certains sont plus égaux que d'autres, comme ses deux chouchous, Michael et Misty. Ils vivent avec près de 300 autres congénères dans ce refuge au nord de Johannesburg. Leslie Giles a fondé ce sanctuaire en 2004 pour sauver des chiens, mais elle s'est retrouvée submergée par des cochons domestiques dont leur propriétaire ne voulait plus. Aujourd'hui, nous avons 271 cochons qui vivent ici et nous ne pouvons pas en prendre plus. Il faut créer d'autres refuges pour cochons, vraiment. Marlène van der Berg a eu l'un de ces cochons nains. À l'achat, on lui avait promis qu'il resterait miniature. Mais les cochons nains adultes peuvent peser jusqu'à 70 kilos. Et Marlène n'en revenait pas de la taille que Bacon avait atteint. Ils sont tout mignons et adorables quand ils sont bébés. Et puis ils grandissent. C'est comme tout, ça grandit. Et les gens les abandonnent. En semaine, Leslie est manager d'un casino. L'essentiel de son salaire passe en frais pour nourrir et abriter les cochons réfugiés. Mais malgré tous ses efforts, elle en est persuadée, certains gorets dépriment. J'ai vu des cochons rester contre un mur sans bouger, refuser de se nourrir et se laisser mourir de faim, littéralement, parce que leur famille leur manque. Pour eux, leur famille, c'est leur troupeau. Ils ne comprennent pas pourquoi ils sont abandonnés. Oui, il y a plein d'autres animaux ici, mais ils avaient une famille et cette famille les a abandonnés. La dépression chez les cochons est un vrai problème auquel les refuges doivent faire face.
Au moins ces cochons ne finiront pas à la rôtissoire. Les plus chanceux feront même de vieux os. Suite à la qualification au deuxième tour des élections, les marchés financiers se félicitent de la qualification d'Emmanuel Macron et Marine Le Pen pour le deuxième tour des élections françaises. Les marchés financiers se félicitent de la qualification d'Emmanuel Macron et de Marine Le Pen au second tour de la présidentielle française. L'euro, la monnaie de l'Union européenne sur laquelle est adossé le franc CFA, a bondi de 2% par rapport à vendredi à 1,0937 $. Un record depuis l'élection de Donald Trump aux États-Unis en novembre 2016. De même que les autres institutions européennes, l'euro a été l'un des enjeux de la campagne du premier tour de la présidentielle en France. Plus que la monnaie, l'ensemble des places financières européennes ont ouvert ce lundi en forte hausse, en commençant par la bourse de Paris qui a décollé à 4%, suivie par celle de Madrid, 3%, Francfort 2,06% et Londres 1,37%. Aux États-Unis, le Pentagone a décidé officiellement d'ouvrir une enquête contre Mike Flynn, l'éphémère conseiller à la sécurité nationale du président américain. Aux États-Unis, le Pentagone a finalement ouvert une enquête contre Mike Flynn, l'éphémère conseiller à la sécurité nationale de Donald Trump. Flynn avait dû démissionner en février après des révélations de contacts répétés avec l'ambassadeur russe aux États-Unis avant l'élection de Donald Trump. L'armée américaine enquête désormais sur l'argent que Mike Flynn a reçu pour ses activités de lobbying avec Moscou, mais la Maison-Blanche suspecte un procès politique. Pour ce porte-parole, Mike Flynn avait été confirmé dans ses fonctions par l'administration Obama au printemps 2016. Or, les transactions qu'on lui reproche datent de décembre 2015. Les avocats de Mike Flynn assurent que leurs clients avaient demandé et obtenu les autorisations nécessaires au département d'État américain avant de devenir lobbyiste pour la Russie. Mais aucune trace de ces autorisations n'aurait été retrouvée. Mike Flynn est aussi sous le coup d'une enquête de la Chambre des représentants américains. Entamons la page sportive de ce journal en débutant par la Confédération africaine de football qui a procédé ce mercredi 26 avril 2017 au Caire, en Égypte, au tirage au sort de la phase de groupe de la Coupe de la Confédération africaine de football. Les affiches des matchs de groupe de la Ligue des Champions et de la Coupe CAF sont connues. La Confédération africaine de football a procédé au tirage au sort de ces groupes mercredi 26 avril au Caire en Égypte. Plusieurs chocs sont attendus, notamment en Ligue des Champions, où le tenant du titre, Mamelodi Sundowns, fera face à l'Espérance de Tunis et à l'AS Vita Club de Kinshasa. Vous prenez la configuration de ces poules-là, au moins dans chaque groupe, vous avez deux favoris. Parce que vous prenez le groupe A, par exemple, vous avez l'Étoile du Sahel, vous avez des équipes comme Al-Hilal du Soudan et le Merreikh. Ce sont des équipes quand même qui sont habituées aux routes continentales. Tout comme en Ligue des Champions, la Coupe de la CAF présente aussi des rencontres alléchantes, notamment les derbys maghrébins qui opposeront le FUS de Rabat au club africain de Tunis et le club sportif sfaxien au Mouloudia Club d'Alger. Le tenant du titre, tout-puissant Mazembe, a hérité du Roya AC de Conakry, Supersport United de Pretoria et du CF Mounana du Gabon. Aujourd'hui, quand on parle d'ITP Mazembe, c'est un nom renflant. Mais est-ce que c'est dans la même dynamique? On se rend compte quand même qu'il y a vraiment un tout petit peu de laisser-aller. Le président du club n'est pas là, il est en exil, donc c'est un tout petit peu compliqué. Maintenant, vous avez des équipes comme le Orea. C'est vrai que le Orea, c'est vraiment un club qui grandit petit à petit, qui a réussi à atteindre un cap cette année, veut réussir à confirmer dans cette poule-là. En Coupe CAF, le groupe C est composé du club zambien de Zesco United, du Recreativo de Libolo d'Angola, d'Al-Hilal Obeid du Soudan et du club égyptien Smoura. En Ligue des Champions, la poule A est composée respectivement de l'ES Sahel, d'Al-Hilal du Soudan, de Ferroviaro du Mozambique et du club soudanais El Merreikh. Dans le groupe B, le Zamalek du Caire et l'USM Alger seront opposés au Caps United du Zimbabwe et Darli de Tripoli. Serena Williams, la star du tennis américain, sera absente du circuit pour de nombreux mois. Mais pour la jeune américaine, la raison est plutôt heureuse car elle a annoncé sur les réseaux sociaux qu'elle serait enceinte. Il faudra attendre plusieurs mois avant de revoir l'américaine Serena Williams sur les courts de tennis. La numéro 2 mondiale a annoncé qu'elle était enceinte en postant un selfie sur Snapchat avec la légende 20 semaines.
La photo, capturée par des médias américains, montre la joueuse de 35 ans debout de profil vêtue d'un maillot de bain jaune avec ce qui semble être un ventre arrondi de femme enceinte. Sa porte-parole a annoncé dans la foulée qu'elle ne jouerait plus de tournoi cette année, mais qu'il fallait que ce soit clair pour tout le monde qu'elle avait bien l'intention de retrouver le circuit en 2018. Le dernier trophée remporté par Serena remonte à janvier de cette année quand elle s'impose contre sa sœur Vénus en finale de l'Open d'Australie. Et la joueuse de 35 ans avait par la suite déclaré forfait en début mars pour les tournois d'Indian Wells et de Miami en raison de problèmes au genou. Serena Williams suit donc les pas de Victoria Azarenka, l'ancien numéro 1 mondial, qui s'est retirée de la compétition l'année dernière pour les mêmes raisons et qui prévoit de revenir sur les cours en juillet prochain. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est ici que nous mettons un point final à cette édition. Restez bénis.